Les règles restent donc un sujet encore tabou ou mal connu pour de nombreuses femmes. Heureusement, la parole, elle se libère, notamment sur les réseaux sociaux. Regardez. Ma mère me priait de ne pas toucher ces plantes sur le balcon quand j'avais mes règles. Autrement, ces plantes seraient mortes à cause de moi, à cause de mes règles. Lorsque j'ai eu mes premières règles, évidemment, j'ai averti ma mère. Et dans cette même semaine, je crois que tous les voisins, toutes les voisines du quartier ont défilé à la porte pour venir me féliciter. J'ai eu la première fois mes règles en 5e, le jour de la visite médicale. Et l'infirmière m'a posé la question, est-ce que vous avez vos règles? Je dis, bah oui, je les ai eues tout à l'heure, je les ai eues ce midi. Et elle m'a félicité, elle m'a dit bravo. Moi, j'ai pas vraiment compris pourquoi elle était aussi contente que j'ai mes règles. Et on va continuer de libérer la parole avec Axelja Jiquet, autrice et militante féministe. Bonsoir Axelja Jiquet, et également avec nous Tara Euzet et Sarmini. Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'association Règles élémentaires. C'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Alors, j'ai déjà une question pour vous, Axelja Jiquet. 800 millions de femmes ont leurs règles chaque jour à travers le monde. C'est un des chiffres qu'il faut retenir. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui, pendant longtemps, n'a pas été facilement abordé, qu'on a mis un petit peu sous le tapis, on peut dire? Parce que ça parle de l'extrême pauvreté de la transmission du féminin entre les mères et les filles. Ça parle d'abord d'un tabou qui nous est inculqué par la société et que nous, ensuite, on intériorise et qu'on transmet à notre tour à nos filles. C'est de génération en génération, c'est ça? Oui, malheureusement, oui. Tara Euzet, Sarmini, concrètement, votre association, elle fait quelles actions sur le terrain pour briser justement ce tabou, pour libérer la parole? Alors, tout d'abord, on va organiser des collectes de produits d'hygiène intime à destination des plus démunis. Donc, on va organiser les collectes et la redistribution. Et ensuite, on va organiser tout un nombre d'actions. Donc, en ayant une présence accrue sur les réseaux sociaux, en intervenant en milieu scolaire. La petite vidéo, je vous coupe, la petite vidéo qu'on a vue avant, c'était de votre association, hein? Oui, par exemple. Voilà, on fait beaucoup de choses. Et par exemple, en ce 28 mai, on a développé un filtre Instagram pour aussi libérer la parole. Donc, on essaie de s'emparer des codes de la société pour faire tomber tous ces tabous et tous les clichés. Je rebondis justement là-dessus, c'est important que la parole se libère. À travers les réseaux sociaux, on voit de plus en plus d'Instagrammeuses, de blogueuses parler des règles très librement. C'est important, ce relais. C'est essentiel. Aujourd'hui, on s'est lancé sur TikTok également. C'est important de pouvoir parler à tout le monde. Et les réseaux sociaux, en fait, ont beaucoup aidé à cette libéralisation de la parole. Parce que les médias traditionnels ont mis beaucoup de temps à s'emparer du sujet. Donc, c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux aussi qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Axelja Jiquet, un autre chiffre important. 500 millions de femmes à travers le monde qui se retrouvent touchées par des difficultés, voire une impossibilité d'accès aux protections périodiques chaque mois. C'est un chiffre très très important. C'est un chiffre très important. Il faut savoir que ce chiffre s'additionne à d'autres vulnérabilités dont sont sujets ces femmes. Ça vient se rajouter à la pauvreté, ça vient se rajouter aux conditions de vie, ça vient se rajouter au non-accès aux droits minimums auxquels tout être humain devrait pouvoir prétendre. Donc être une femme sous certaines contrées, et même ici. Même en France. En France, voilà. c'est près de 2 millions de personnes. Près de 2 millions de personnes, reste toujours une tannée pour juste prétendre à disposer de notre corps comme on l'entendrait en fait. Ouais. Je suppose que vous faites référence également par exemple en Afrique au fait que dans beaucoup d'établissements scolaires il n'y ait pas de toilettes, donc c'est difficile pour les jeunes filles de pouvoir avoir accès à un moment d'intimité pour justement lors de ces périodes. Vous avez raison de penser que je fais allusion à ça parce que c'est quand même une fille sur 10 qui ne va pas à l'école. Qui ne va pas à l'école. Qui n'ira pas à l'école lorsqu'elle a ses règles. Donc, c'est un des premiers facteurs qui se met en travers de l'éducation des filles. Et en fait, je pense que les gens n'en sont pas conscients parce que c'est tellement énorme. Vous vous dites, mais ça ne peut pas tenir qu'à ça. Eh bien si, en fait, ça peut tenir qu'à ça. Et là, on parle du continent qui a le plus grand taux de jeunes
aujourd'hui dans le monde en fait. Et les filles ne peuvent pas. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est également le cas en Europe, en France. Et donc notre étude sortie aujourd'hui avec OpinionWay montre que 20% des femmes adultes ont été confrontées à la précarité menstruelle. C'est une personne sur 5, ça n'inclut pas les mineurs. Une autre étude montre que près de 130 000 jeunes filles ont déjà manqué l'école à cause de leurs règles en France. Et un autre chiffre qui est aussi glaçant, c'est que 44% des Françaises ont été confrontées à l'absentéisme au travail, parce que ça se poursuit en fait. C'est à l'école, mais c'est ensuite au travail. Et ça crée de réelles inégalités d'opportunités. Et je pense qu'il faudrait peut-être s'intéresser au pourcentage dans ces chiffres de femmes qui sont sujettes à l'endométriose. Bien sûr. Ce qui est un autre domaine, exactement. On va quand même regarder un reportage, parce que sur le terrain, eh bien, on agit, on cherche des solutions pratiques et concrètes. Exemple, Togo, c'est un sujet de Caroline Chauvet et d'Antoine Delpierre, et on en parle juste après. La peur d'apparaître taché, l'impossibilité de se changer plusieurs fois par jour, et la débrouille pour seule protection. Plus jeune, Rosaline a vécu ces périodes de règles comme un handicap. Tu devais suivre des cours du matin à 7h jusqu'à des fois le soir à 18h. Il n'y avait pas forcément des toilettes adaptées pour se changer en période menstruelle au niveau de l'université, ce qui te rendait très très mal à l'aise. Tu avais juste envie que la journée finisse et que tu rentres. C'est là que je me suis tournée vers les serviettes jetables pour pouvoir avoir plus de facilité, plus de mobilité. Dans le budget de la jeune étudiante, ces protections pèsent lourd. Pour les Togolaises, le coût moyen des serviettes hygiéniques jetables de qualité oscille entre 3 500 et 8 000 francs CFA, dans un pays où le salaire minimum atteint péniblement les 40 000 francs. Et sur le continent, l'UNICEF estime qu'une jeune fille sur 10 manque l'école plusieurs dizaines de jours par an durant ses règles, faute de moyens. Ici, on fabrique des protections lavables et réutilisables. À la tête de cette jeune société, Elsa Mbena. Cette entrepreneuse de 29 ans en a eu l'idée il y a 1 an et demi, lors d'une formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Ça m'a conforté en fait dans l'idée que ce que nous utilisons actuellement sur le marché comme serviette n'est pas vraiment adapté pour une bonne santé, tout ce qui va avec. Donc ça m'a ramené aussi des souvenirs de moi-même quand j'étais plus jeune et la difficulté à gérer ces menstruations avec les bonnes protections, les risques d'infection et tout ce que j'ai pu avoir. Coûteuses, chargées de composants chimiques artificiels, les serviettes jetables sont aussi polluantes. Chaque année dans le monde, c'est près de 45 milliards de protections hygiéniques qui sont jetées, quand leur temps de dégradation est estimé à 500 ans. Celles que fabrique l'atelier d'Elsa sont utilisables pendant 2 ans et selon la taille et la capacité d'absorption, le paquet de 6 coûte entre 5 500 et 8 500 francs. Axelja Jiquet, je vous ai vu énormément réagir durant ce reportage. On a vu les conséquences sur l'émancipation, l'éducation, la santé, l'environnement. Il faut saluer les initiatives comme celle de l'Elsa. On en a extrêmement besoin sur le continent. Il faut aussi noter que cette précarisation-là entraîne des moyens de débrouille pour pouvoir se payer les serviettes en question et les protections en question. Et l'un de ces moyens, c'est de la prostitution en fait. C'est trouver comment avoir de l'argent pour pouvoir juste acheter des serviettes et des protections périodiques pendant ces règles. Les règles, c'est des fois un facteur d'exclusion sociale. Ça l'est toujours, puisque c'est toujours considéré comme extrêmement honteux dans bon nombre de nos cultures, et pas juste pour l'Afrique. En Inde, c'est la même chose. Oui, dans beaucoup en de Europe, pays, je crois que c'est vraiment une manière de transmettre le féminin qui est derrière tout ça. Et c'est quelque chose qui tant qu'on on ne pourra pas avancer sur cette question-là, tant que nous, les premières, que nous soyons les filles ou les mères, ne décidons pas qu'il faut absolument transmettre ce propos-là d'une autre manière. Et le rôle de l'éducation nationale aussi, c'est évidemment le rôle des parents. La gratuité, c'est ça, c'est tous ces problèmes-là. Alors aussi. chez Règles élémentaires, on estime qu'il faut la gratuité à minima dans toutes les structures publiques et en fait pour toutes les personnes dans le besoin. Et d'ailleurs, c'est plébiscité à 86% par les Françaises et les Français, la gratuité pour toutes celles qui en ont besoin. Vous dites de la gratuité, mais avec des produits de qualité. Vous apportez une nuance là-dedans. Tout à fait, parce qu'on l'a vu
dans le reportage, aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la composition des produits et le manque de transparence sur la composition des produits, même si je tiens à insister sur le fait que les protections d'hygiène intime sont par définition un choix intime et donc on souhaite proposer aux personnes une diversité de produits et leur laisser le choix. On ne veut rien imposer. Et justement, aujourd'hui, il y a une diversité dans les choix qui sont proposés aux jeunes filles et aux femmes dans ces protections. Justement, c'est important aussi de dire que voilà, il n'y a pas que le tampon ou la serviette que l'on peut traditionnellement connaître. Bien sûr, chez Règles élémentaires, on fait des ateliers de sensibilisation et d'information à l'hygiène menstruelle et à l'utilisation de protections hygiéniques réutilisables, parce qu'aujourd'hui, c'est un réel enjeu économique, parce qu'on l'a vu dans le reportage également, ce sont des produits qui vont durer très longtemps, et donc même si c'est un investissement au début, c'est rentabilisé oui, parce sur que c'est la un durée. Coût à l'année, en fait, aussi, les protections. Ah bah bien sûr. Alors en France, et je laisserai Axel réagir pour le continent, mais nous, chez Règles élémentaires, on l'estime à 8 000 € sur l'ensemble d'une vie. Donc c'est énorme. Quand vous avez du mal à boucler vos fins de mois, aller trouver cet argent, c'est quasiment impossible. De toute façon, par excellence, être une femme a un coût. Hein. Donc voilà, ces questions-là en font partie. Tara ne le dira pas, mais ce que fait Règles élémentaires dans les écoles en matière de prévention et d'information est crucial. Parce que vous êtes parfois le seul relais qu'ont les jeunes filles, parce que c'est pas à la maison qu'on en parle. Ou à l'école également, c'est compliqué à l'école. Et à l'école, c'est compliqué. Et il faut savoir que sur le continent, par exemple, 66% des jeunes femmes n'ont jamais entendu parler des règles avant de les avoir pour la première fois. Personne ne leur en a parlé, je crois qu'on ouais. Et nous, le chiffre qu'on a sorti aujourd'hui, c'est que 47% des interrogés n'avaient pas entendu parler des règles avant la puberté. Donc c'est vraiment énorme. Et pour rebondir sur l'école et l'éducation nationale, c'est vrai qu'en France, en tout cas, les règles ne sont abordées au mieux qu'en 4e, parfois en 3e, parfois plus tard, alors qu'il y a des jeunes filles qui vont être réglées. Pourtant, ça n'a pas anecdotique avec toutes les pubs qu'on voit, etc. C'est étonnant, ces chiffres. C'est étonnant, mais la pub ne fait pas l'éducation. Surtout quand le sang est bleu. Oui, voilà. Voilà c'est aussi le tabou, voilà. C'est aussi dans la représentation du sang qui est effectivement bleu dans les pubs, comme vous dites. Quoi. Voilà. Donc, ça devrait changer, ça, selon vous ? Ça a changé. Ça a changé, oui. Voilà, avec beaucoup de fracas. Mais les tabous, ils commencent par là, en fait. Mais le tabou, il commence par nous, en fait. Oui, il commence par tous les euphémismes qui sont employés, les ragnagnas, les coquelicots, les trucs, les voilà, anglaises, tout faire pour ne pas les nommer. Donc en gros, libérons la parole pour libérer effectivement Libérons la parole, libérons la transmission, libérons enfin, soyons dans un rapport positif à nos corps, en fait. Exactement. On va retenir ça, le rapport positif au corps. Merci à toutes les deux, Axel Jajiquet, d'être venue. Merci Tara Euzé-Sarmini. C'était passionnant.